Merci. Donc, pour poursuivre, on a le plaisir d'accueillir Christian Ntizimira, qui est le fondateur et directeur exécutif du Centre africain de recherche sur la fin de vie. Donc, on est très content aussi de cette coopération entre nos trois réseaux et de faire connaissance à cette occasion. Je vous laisse peut-être vous présenter plus en détail, si vous voulez nous dire qui vous êtes, et puis on écoute avec plaisir votre présentation. Euh, Merci Elodie, merci François. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager cette opportunité de pouvoir partager un peu notre petite expérience sur le soin palliatif, la fin de vie au Rwanda. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Christian Nizimira. Je suis le directeur exécutif du Centre africain de recherche sur la fin de vie, qui est une organisation sans but lucratif ici au Rwanda. Et aussi, c'est une organisation un peu où on a beaucoup plus focalisé sur la recherche parce que on s'est rendu compte que il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites sur le soin palliatif, que ce soit au Rwanda et dans d'autres pays africains. Mais on s'est rendu aussi compte que sur le plan de la recherche, il y a quand même un défi sur lequel on aimerait un peu creuser et pouvoir un peu amener certains résultats, pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors, j'aimerais parler ce soir de Kusa Ikivi. C'est un mot en Kinyarwanda qui signifie quelque chose qui est complètement accompli, c'est-à-dire qu'on a parfaitement accompli sa vie et qu'on n'a aucune dette et qu'on n'a plus rien, on n'a pas de regrets, on n'a pas de remords par rapport à la vie qu'on est passée. Et sur le 360 degrés de sa vie, sur le plan spirituel, social, psychologique, on a accompli, on a fait ce qu'on devait faire. Et c'est un mot qui est vraiment très fort en Kinyarwanda et sur lequel j'ai fait des petites recherches un peu sur ma thèse en soins, en master en soins palliatifs et je voulais un peu partager un peu ce soir. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Avant de pouvoir parler un peu sur ma recherche ou sur notre expérience, j'aimerais un peu parler d'où je viens et les contextes dans lesquels nous faisons le soin palliatif. J'habite le Rwanda. C'est aussi un pays qu'on appelle le pays des 1000 collines. Il est localisé en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. 12 millions d'habitants et la moitié de la population a moins de 20 ans. Et les PIB, comme vous pouvez les voir, en 2018 étaient presque à $1000, mais c'était à $826. Mais c'est aussi un pays avec une forte densité, presque 500 personnes au kilomètre carré. En termes de superficie, c'est parmi les plus petits pays en Afrique, mais c'est pas une petite nation. Mais c'est un pays enclavé et la majorité des recettes viennent d'exportation à cause de l'agriculture. 28 ans après les génocides perpétués contre les Tutsis, où il y a eu 1 million de morts pendant 100 jours, le Rwanda s'est reconstruit et chacun, à sa façon, essaie de reconstruire les pays. Et ce n'est pas simplement 1 million de morts pendant le génocide, mais aussi il y a cette perte d'humanité qu'on a vue et qu'on a ressentie à travers les histoires, à travers les témoignages des survivants. Et cela m'a permis, pour moi, pour ma part, d'amener cette contribution à travers les soins palliatifs, parce que pour moi, les soins palliatifs, je suis fermement convaincu que les soins palliatifs permettra aussi de pouvoir contribuer à cette perte d'humanité que nous avons eue durant le génocide en 94. Pourquoi? Parce que les soins palliatifs, pour moi, n'est pas uniquement basé sur la prescription, sur la maladie, mais c'est aussi un degré d'humanité, un sens de dignité, mais aussi ces concepts d'Ubuntu sur lesquels qui pourra, pour ma part, contribuer énormément à ramener encore ces sens d'humanité, comme je l'ai dit, perdu. L'espérance de vie à l'époque, c'était de 28 ans, comme vous pouvez le voir, mais
30 ans plus tard, on est passé de 28 ans à presque 70 ans. Et sur la genèse des soins palliatifs, avant l'introduction des soins palliatifs au niveau national, il y a une petite étude qui a été faite par une université américaine de Wisconsin et qui montrait qu'entre 2007 et 2009, il n'y avait que 0,2 kg de morphine qui était utilisé uniquement pour les patients VIH et cancer, et que par décès dans la douleur, c'était à peu près 10,6 mg. Donc, 0,2 kg de morphine ne suffisait que pour traiter 27 personnes. Donc, les besoins de morphine pour le Rwanda, l'estimation qui a été faite à l'époque, c'était d'à peu près 97 kg. Donc, il y avait plus de patients qui mouraient de douleurs modérées et sévères. Et aussi, les plus grands défis qu'il y avait à l'époque, c'était surtout la peur de la prescription des opiacés, surtout la morphine, mais aussi de pouvoir parler de la fin de vie, parce que le langage n'était pas, les gens n'étaient pas formés, il n'y avait pas un langage approprié pour cela. Mais aussi, il y avait cette attitude des médecins vis-à-vis de la douleur, pour lesquels je me rappelle très bien qu'il y avait un de mes professeurs me disait un jour que il ne faut pas traiter totalement la douleur parce que la douleur te permet de savoir si ton patient est vivant. Et si tu traites complètement la douleur, tu ne sauras pas si ton patient est encore vivant. Donc, il y avait cette attitude vraiment négative par rapport à la douleur, mais aussi ces protocoles qui étaient exacerbants de pouvoir utiliser tout le temps un bic rouge et 3 signatures juste pour une ampoule de morphine. Mais aussi, il n'y avait pas cette unité, cette collaboration pluridisciplinaire que nous avons maintenant. Le changement est apparu en 2011 quand le ministère de la Santé a adopté une politique nationale de soins palliatifs et un plan d'action pour le 4 ou 5 années. Et le Rwanda, en 2011, est devenu le premier pays africain à adopter une politique nationale pour le soin palliatif, ce qui a changé complètement les paradigmes de la prise en charge de soins palliatifs au niveau du pays. Et avec cela, le Rwanda a commencé à produire sa propre morphine liquide et qui est maintenant gratuite à tous les patients qui sont dans les programmes de soins palliatifs ou qui ont une douleur modérée et une douleur sévère. Et cela a amené, avec aussi la formation, parce qu'avec la prise en charge de patients, mais aussi avec la politique, on a pu former les médecins et cette équipe pluridisciplinaire, ce qui a complètement changé sur la prescription des opiacés. Comme vous pouvez le voir, on est parti de 0,2 kg de morphine et on est presque aujourd'hui à 10-15 kg de morphine par an, ce qui n'est pas encore par rapport à l'estimation globale, mais vu l'effort qui a été fait dans les derniers 10 ans, je pense que pour nous, je me dis c'est quelque chose de très important et pour moi, c'est vraiment un pas qui pourra changer complètement la qualité de vie des patients qui souffrent des douleurs sévères et modérées. Et je suis confiant pour l'avenir, dans les 5 ans, que nous pourrons bien sûr atteindre l'estimation pour tous les pays. Une chose aussi importante, c'est que l'expérience nous a appris avec la prise en charge du VIH et de la tuberculose, un programme de tax shifting où une partie est formée, donc une partie que ce soit de la pratique ou que ce soit de la prise en charge est transférée au niveau des infirmiers qui aujourd'hui, avec cette loi que nous avons aujourd'hui, qui est une loi par rapport à la réglementation des stupéfiants au Rwanda, permis à ce que, à part les médecins et toutes les autres professions médicales qui sont formées dans la prise en charge plutôt dans la prescription des opiacés peuvent prescrire. Et là, c'est une bonne chose parce qu'avec le tax shifting pour le VIH et la tuberculose, il y a eu beaucoup de changements. Donc, en bref, voici les modèles de soins palliatifs au Rwanda. C'est un modèle vraiment intégré où la prise en charge est faite à tous les niveaux, en commençant par les niveaux tertiaires, au niveau des hôpitaux tertiaires, des hôpitaux des districts, les centres de santé, les postes de santé, mais aussi au niveau de la communauté par la formation des agents de santé communautaire.
Et par rapport à mon histoire, après le génocide perpétré contre les Tutsis, mon rêve, c'était de devenir chirurgien et je m'y ai préparé parce que nous devions passer 2 ans dans un hôpital de district pour pouvoir, après cela, prendre une option pour soit dans une quelconque spécialité. Et pour moi, j'étais tellement intéressé dans la chirurgie jusqu'à ce que je rencontre un jeune homme de 24 ans qui avait un cancer du foie, stade avancé, et qui avait une douleur tellement atroce que pour moi, c'était la première fois de voir à travers une douleur physique, mais aussi une souffrance intérieure que je n'arrivais pas à comprendre comment on n'arrivait pas à soulager cela. Et à l'époque, j'avais d'abord peur de pouvoir prescrire la morphine parce qu'il y avait ces mythes qui disaient que quand on prescrit la morphine, les patients pouvaient mourir directement. Et j'avais cette peur de pouvoir n'est pas prescrire la morphine. Mais j'avais aussi cette option de pouvoir, à travers les yeux, à travers la douleur de ces patients, de pouvoir changer cela par moi-même. Mais malheureusement, j'ai accepté ma zone de confort et je suis resté tétanisé par rapport à ces mythes. Et la deuxième chose, c'est que dans cette histoire, la partie la plus triste, c'est que sa maman est venue vers moi et qu'elle s'est agenouillée, me demandant si je pouvais faire quelque chose pour son enfant parce que cet état d'agonie faisait que toute la famille avait complètement fui la chambre. Et j'ai senti que j'avais failli d'abord en tant que médecin, de ne pas pouvoir prescrire la morphine à cette personne, mais aussi en tant que Rwandais, parce que pour nous, quand on voit une personne âgée s'agenouiller devant une personne jeune, c'est que culturellement, nous avons failli. Et pour moi, je suis rentré après cette journée, malheureusement, je n'ai pas pu prescrire la morphine. Et en rentrant, je me suis posé la question, c'est quoi le but de la médecine si c'est pour moi être un témoin de la souffrance? Pourquoi ai-je fait la médecine si je ne peux pas changer les regards de la souffrance des familles vis-à-vis de leurs patients? Pourquoi ai-je fait la médecine si mon rôle n'est fait que de pouvoir de pouvoir accentuer cette douleur en ne prescrivant pas la morphine? Pourquoi ai-je fait la morphine? Et à ce moment-là, quand je suis rentré, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas et j'ai complètement changé de mon rêve de chirurgien à une nouvelle passion pour les soins palliatifs. Pourquoi Kusa Ikivi? Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait mon master en santé globale et médecine sociale. Et j'étais vraiment intéressé de pouvoir savoir comment ramener comment pouvoir réconcilier la modernité et la tradition dans la prise en charge de soins palliatifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire ma thèse, dont je veux juste partager un peu c'était une étude qualitative. On a pu mettre ça pour être revu et publié, mais nous attendons à ce que les journaux puissent accepter. Mais je veux juste vous dire les thématiques qui sont sorties de cette recherche qui m'a pris pour cela une année. La première chose qui est venue de mes recherches, c'est que dans les contextes historiques, la mort était considérée comme un accomplissement parce qu'il était considéré comme faisant partie de la vie normale. C'était un phénomène naturel, ce n'était pas quelque chose de très étonnant. Et aussi, il était considéré comme une récompense après une vie bien vécue et épanouie. Et aussi, c'était une récompense d'être un esprit, un ancêtre, une présence visible dans la famille. Parce que dans les contextes rwandais, à l'époque, avant l'époque coloniale, ce que le Rwandais, après la mort, la famille s'est préparée avec cette personne de pouvoir devenir un ancêtre, un esprit protecteur pour la famille. C'est pourquoi, dans notre culture, quand souvent les gens se présentaient, ils ne se présentaient pas par leur propre nom, mais ils présentaient par rapport à l'ancêtre, par rapport au nom de famille, ce qui était important de pouvoir savoir un peu d'où l'on venait. La deuxième chose, c'est que la bonne mort et la mauvaise mort n'étaient pas nécessairement liées aux conditions, à la condition physique. Était considéré surtout, la bonne mort était surtout considérée comme un engagement socio-culturel de membres de la famille et aussi de la communauté pendant les processus de la mort. C'est que c'était un privilège et non une épreuve. Et surtout, un des critères à l'époque, c'était d'avoir des enfants, qui étaient les critères par lesquels une personne dans la société jugeait
parce qu'il représentait la plus haute réalisation qui définissait la bonne mort. Pourquoi? Parce que quand on avait des enfants, on n'avait pas peur. Et qu'à l'époque, quand on mourait et que ces personnes venaient un peu comme couvrir cette nudité, parce que la maladie dénude un peu la personne de sa dignité, de son humanité et vis-à-vis du regard sociétal. Et un peu la famille, les enfants et la communauté venaient couvrir un peu cette nudité. Et cela faisait qui était interprété à l'époque étant comme une bonne mort. La perception, par contre, de la mauvaise mort a été interprétée lorsqu'une personne décédait seule, sans enfants, sans femme, sans entourage, ni autre membre de la famille. Pourquoi? Parce que le rituel post-mortem était très important. Et à l'époque, il fallait, dès que la personne mourait, il fallait remettre, avant les processus, des rigor mortis process, il fallait remettre la personne dans l'état de la forme du fœtus dans les ventres de sa mère. Et cela était très important. Quand on est trop morte, mais sans qu'elle puisse retourner dans ce processus, cela était un peu comme une honte, non pas simplement pour la famille, mais aussi pour la communauté, parce que en dépit, même si la personne mourait, dont elle n'était pas entourée ou il n'avait pas d'enfant, mais au moins la communauté devait être là pour couvrir un peu cette nudité. Et la troisième chose, le troisième thème qui est venu de cette recherche, c'est que la mort est passée est devenue comme une source de peur. D'abord parce qu'il y avait cette adoption des croyances chrétiennes à l'époque coloniale qui a changé les paradigmes de la mort et de la perception de la vie. Et ici, j'ai compris que il y a eu ce détachement entre la vie et la mort, étant donné qu'à l'époque, la mort faisait partie de la vie. La vie ne s'arrêtait pas à la mort. Il y avait cette continuité par rapport à la vie, mais cette adoption des croyances chrétiennes a complètement scindé entre la vie et la mort, ce qui fait qu'il y avait des entités complètement différentes et dont la conception à l'époque ne l'était pas. Les concepts aussi de l'enfer et du paradis, qui devenaient maintenant un choix, n'étaient pas familiers dans la tradition rwandaise avant la colonisation parce que la mort est devenue maintenant une sanction. Et après, quand tu as une sanction, il y a la peur et aussi ces changements de mentalité vis-à-vis du processus de la fin de vie. Et aussi les rituels des ancêtres, parce que les personnes qui devenaient aujourd'hui des ancêtres est devenu aussi un rituel aussi à l'époque. On a changé complètement, qui est devenu un rituel de mauvais esprits et a changé complètement. C'est que les gens ont peur maintenant de pouvoir être à côté de ceux qui meurent parce qu'on a peur que leur esprit puisse nous hanter ou entrer en nous vis-à-vis de ce concept. Alors, quelles sont les leçons que j'ai apprises par rapport à l'expérience, aussi par rapport à cette recherche? C'est que d'abord, c'est de pouvoir un peu contextualiser le soin palliatif que nous faisons. Et le contexte social que j'ai appris, c'est que il y a un dicton chez nous qui dit que quand tu vas bien, tu t'appartiens, mais quand tu es malade, tu appartiens à ta famille. C'est-à-dire que la famille est là. La famille, quand je parle de la famille, elle peut être restreinte, elle peut être éloignée, elle peut être partie de la communauté, viennent couvrir un peu cette nudité. Et quand on est malade, automatiquement, on s'approche, on essaie de couvrir la nudité un peu du patient. On s'appartient plus, on appartient au patient. Est-ce que cela exclut maintenant l'autonomie du patient? Non. Et cela m'a permis de pouvoir développer ce concept de l'approche papillon, où d'un côté, nous avons un peu l'autonomie du patient et de l'autre côté, nous avons la responsabilité communautaire. L'un n'exclut pas l'autre. Il n'y a pas une dichotomie en disant que l'autonomie du patient va exclure la responsabilité communautaire, ni la responsabilité communautaire exclut l'autonomie du patient. Donc, il y a une certaine synergie, une symbiose entre ces deux entités. Et c'est là, à chaque fois que je rencontre mes patients, j'essaye d'amener cette synergie qui existe de là, cette dynamique qu'il y a dans les familles et de pouvoir, avec l'approche papillon, de pouvoir ainsi prendre les meilleures décisions pour les patients en intégrant les trois composantes. La deuxième chose, c'est par rapport à ma propre expérience. Et ça, je dois être honnête, j'ai beaucoup échoué. Quand je commençais à faire le soin palliatif. Pourquoi? Parce que la plupart de mon éducation dans les soins palliatifs était en dehors du pays. Et je voulais amener un peu cette formation que j'ai eue à l'extérieur, pouvoir l'amener directement dans les pays. Et cela m'a coûté, en étant honnêtement,
vraiment un échec cuisant parce que je n'ai pas pu faire ce que je devais faire, parce que je ne comprenais pas les contextes et je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'ai travaillé. Et cela m'a permis de pouvoir comprendre que être éduqué ne signifie pas nécessairement dupliquer les mêmes modèles, mais plutôt l'adopter avant de pouvoir l'adapter. Parce que quand on veut faire une implémentation d'un programme, d'un endroit à un autre, je pense que ce n'est plus une éducation, je pense qu'il y a un autre vocabulaire qu'on devrait utiliser, c'est là. Mais aussi de pouvoir comprendre qu'il faut d'abord adopter par rapport à la perception locale avant de pouvoir adapter. On ne peut pas directement adapter d'une façon directe en disant voici, il y a de protocoles, il y a ceci, est-ce que vous pouvez l'adapter? Mais il faut d'abord comprendre la perception locale avant de pouvoir adapter. La troisième chose, c'est aussi de pouvoir comprendre un peu le langage au niveau des terminologies. Il y a quelque chose que j'ai appris, une expérience qui m'est arrivée en 2019 quand j'ai participé, c'était à Paris, au Palais des Congrès, à la conférence de soins palliatifs, soins palliatifs, l'Association française de soins palliatifs d'accompagnement, et voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Et c'est que quand je suis arrivé là-bas, il y avait vraiment quelque chose pour moi qui ne résonnait pas par rapport à ma traduction, c'était les mots accompagner. Pour nous, accompagner n'a pas vraiment cette signification comme en français. C'est plutôt un mot qui est beaucoup plus francophile que francophone parce que les pays francophones ont aussi d'autres langues. Et il fallait un peu que je puisse comprendre que accompagner a un autre sens dans ma langue parce que je soigne en Kinyarwanda et je parle en Kinyarwanda, je visite mes patients en Kinyarwanda. Donc, il fallait un peu que je puisse non pas traduire les Français en Kinyarwanda, mais plutôt les Kinyarwanda en français pour pouvoir comprendre que accompagner en France signifie être présent chez nous, être là, vivre avec la personne, soutenir et assister. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on utilise les mots accompagner, c'est quand la personne est morte et accompagner prend maintenant un sens beaucoup plus positif. Et c'est là, et on ne peut pas accompagner une personne quand elle est vivante, mais quand elle est morte, et accompagner, les mots accompagner maintenant prend l'essence beaucoup plus positif. Un autre aussi terme qu'il fallait aussi que je comprenne, c'est la fin de vie. On n'utilise pas beaucoup la fin de vie, pas dans notre traduction, c'est plutôt la vie jusqu'au bout. Et aussi, trois choses qui sont importantes de pouvoir un peu comprendre, de pouvoir un peu conclure dans cette étude, c'est vraiment cette justice sociale, de pouvoir comprendre, quand on parle de la justice sociale, on parle d'abord, du contexte, de pouvoir comprendre que les modèles actuels de soins palliatifs et de prise en charge en matière de soins de vie, surtout en Afrique, vient d'une expérience culturelle euro-américaine et qu'il est vraiment important de pouvoir créer un autre modèle de soins palliatifs et de fin de vie permettant au niveau local et surtout qui est vraiment communautaire parce que cela implique la dignité et le bien-être des patients et les valeurs de la société. La troisième chose, c'est la perception, qui est vraiment un indicateur pour nous de la justice sociale, parce que le soin palliatif traditionnel existait avant le soin palliatif moderne. Et peut-être qu'on n'appelait pas ça à l'époque soin palliatif, mais il y avait bien une terminologie dans laquelle on pouvait définir tous les aspects du soin palliatif qu'on voit maintenant et que cela, à l'époque, était bien utilisé et que les patients avaient une façon d'être suivis et aussi de pouvoir maintenant dire comment pouvoir marier cette tradition par rapport à cette modernité pour créer une synergie qui peut être acceptable au niveau de la communauté, mais aussi comprendre aussi que connecter les communautés, comme nous le faisons aujourd'hui par l'invitation, François, merci pour l'invitation, c'est d'abord aussi connecter les identités et ça c'est vraiment très important. Et chaque patient, chaque communauté a sa propre identité sur laquelle on peut vraiment développer le soin palliatif. Et la troisième chose, c'est surtout l'approche culturelle. C'est que souvent, les standards internationaux en matière de soins palliatifs pourraient devenir aussi une source d'injustice sociale en ne prenant pas en compte des éléments cruciaux pour la dignité des patients, de famille et de l'environnement. Donc, c'est vraiment important aussi de pouvoir intégrer l'aspect culturel, socio-culturel de patients.
Et aussi un concept que nous sommes en train de travailler maintenant, c'est vraiment le concept Ubuntu dans les soins palliatifs, parce qu'à l'opposé de la philosophie cartésienne, je pense donc je suis, Ubuntu, c'est plutôt je suis parce que nous sommes. C'est vraiment cette humanité envers les autres. C'est je suis parce que tu es. C'est vraiment Ubuntu valorise la vie, la dignité, la compassion, l'humanité, l'harmonie et la réconciliation. Et surtout quelque chose que j'aime beaucoup dans les concepts Ubuntu, c'est vraiment cette connexion. Il n'y a plus cette dissociation entre la vie et la mort parce que la mort fait partie de la vie et que la personne, bien qu'elle parte, elle continue toujours à vivre d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans nos pensées, dans les souvenirs, mais qu'il n'y a pas cette vraiment dissociation entre la vie et la mort. Alors, comment pouvoir valoriser cette expertise par les expériences? Je suis en train d'écrire un livre, je l'ai dit la fois passée dans une des conférences, un livre qui parle un peu de comment développer un peu la communication dans un contexte socioculturel. Et cela m'est venu par des expériences avec les familles. Et après cette expérience, je puis développer ces livres que je pense qui pourraient être publiés cette année. Et ces livres parlent de safari. Safari signifie voyage en swahili. Et ces livres parlent surtout de comment je puis décoder les langages de la souffrance des familles. Comme je l'ai dit, dès que je reçois un patient, la deuxième chose que je fais, c'est réunir toute la réunion de famille. Et comme vous pouvez l'imaginer, les réunions familiales africaines ne sont pas composées de 2 ou 3 personnes. C'est souvent 10, 20, 30 et souvent 40 personnes qui viennent par réunion parce que toutes se sentent impliquées dans la prise en charge du patient. Comme je l'ai dit, quand on est en bonne santé, on s'appartient, et quand on est malade, on appartient à sa communauté. Donc, il y a cette autonomie et aussi cette responsabilité en même temps. Et dans les 10 dernières années, j'ai fait plus de 800 réunions de famille et je suis venu avec cette approche un peu socioculturelle de pouvoir développer 12 métaphores qui décrivent 12 langages de souffrance à travers différents comportements. Je vais en citer 3 avant de pouvoir terminer. La première chose, le premier image, c'est souvent, pour moi, c'est la girafe. C'est vraiment cette souffrance distante. Et c'est là que je le vois quand je parle avec les familles. Il y a souvent ce comportement, il y a cette attente irréaliste ou ignorante de la réalité des ressources locales, critiques et pleines. Souvent, ce sont des familles qui viennent, qui vivent à l'étranger, en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie, qui viennent avec souvent des attentes irréalistes, qui pensent que dans un hôpital de district, on peut trouver des scanners, on peut trouver des MRI, on peut trouver des types de laboratoires et ils ne comprennent pas souvent une certaine réalité locale. Et pour moi, cette interprétation, pour moi, je ne prends pas ça personnellement. Pour moi, vraiment, la souffrance girafe exprime une méfiance vis-à-vis des personnels soignants. C'est une souffrance d'abord. Et elle est comparée ailleurs parce qu'elle compare ailleurs par rapport aux autres pays. Et on s'est dit, il ne faut pas arriver à les faire, ça ne va pas marcher. Et pourtant, ces personnes ont été formées dans les soins palliatifs. Pour nous, la prise en charge, quand je parle avec ces membres de famille, il est souvent difficile de monter plus haut qu'une girafe lors de la discussion. C'est éviter vraiment cet aspect égocentrique de pouvoir dire, nous, on est capable de faire, moi, je fais ceci, je suis professeur d'université, voilà, je fais ceci. Non, c'est vraiment amener cet aspect d'humilité, amener cette confiance avec l'humilité qui est pour moi la meilleure réponse vis-à-vis de cette souffrance. Le deuxième exemple, c'est l'hyène. C'est une souffrance conflictuelle. C'est qu'on voit vraiment des comportements de conflit entre les membres de famille, les cousins qui ne se parlaient pas, l'oncle qui ne parle pas à la nièce, et les membres des familles, souvent les frères et les sœurs de même famille qui ne se parlent pas pendant des années. Et à cause de ces conflits, il y a ce manque de dignité, d'empathie et souvent d'insouciance quand on voit la prise en charge à l'hôpital. Et pour moi, cette interprétation de cette souffrance, c'est que pour moi, l'hyène exprime vraiment des sentiments antagonistes parce que la famille a tellement vécu dans des conflits que la perte de cette personne qui est le patient, qui est la source des conflits, mais aussi qui est le lien social entre les personnes et que si cette personne disparaissait, alors les personnes ne sauront pas comment reconnecter entre eux parce qu'ils ont tellement vécu dans les conflits. Et pour nous, la prise en charge, c'est de ne jamais argumenter avec eux. La première action que nous faisons, c'est vraiment de protéger les patients à ce moment-là en travaillant avec une personne qu'on appelle le lion ou la lionne.
de la famille, c'est vraiment cet aspect légal, avoir la personne la plus influente de la famille qui pourra nous guider à travers les mots, le comportement, mais aussi savoir explorer la souffrance pour trouver une bonne prise en charge. Et le troisième exemple, c'est la tortille, c'est vraiment une souffrance défensive où on voit les membres de la famille pardon, ici j'ai dû me tromper, ça je dirais copier un peu celui d'Eliane. Pardon, un peu, oublier un peu ce côté-là. La tortille représente un peu la défense où on voit les membres des familles venir surtout avec des aspirations religieuses et spirituelles et qui ne font pas vraiment qui n'acceptent pas, il y a un déni complet de pouvoir parler avec les personnels soignants, mais aussi de pouvoir ne pas accepter la réalité. Et pourquoi la tortille? Parce qu'il y a cette carapace, ils n'acceptent pas, parce que la personne, il y a tellement de choses qu'elle devait faire et ils n'ont pas pu trouver les moyens de pouvoir, la maladie vient interrompre tellement de projets et de programmes. Et ce qu'on essaie de faire avec souvent cette souffrance tortue, c'est qu'on essaie d'adapter nos langages. Par exemple, un exemple que je fais, quand je parle avec une famille musulmane, je m'introduis souvent en utilisant par exemple, une salutation d'une façon en disant salam alaikum. Et quand c'est une famille chrétienne, je dis que le Seigneur soit avec vous. Et j'utilise vraiment un langage qui est vraiment adapté à eux pour permettre de pouvoir percer cette carapace et de pouvoir communiquer avec la famille. Et voilà, donc, c'est vraiment le concept de safari, c'est vraiment un code qui me permet de pouvoir décoder un peu les souffrances familiales. Et chaque animal ici est une source de souffrance, chaque animal est une réponse de communication et chaque animal est une prise en charge pour la famille. Et cela m'aide beaucoup à pouvoir aider la famille et le patient en même temps. Et ma conclusion, pour moi, c'est vraiment la plus simple. Pour moi, c'est cette conclusion. C'est vraiment cette humanité envers les autres. Et pour moi, c'est très important à travers tous ces visages, à travers toutes ces personnes qui m'ont imprégné de leur humanité, de pouvoir être ce que je suis aujourd'hui, de pouvoir encore partager aujourd'hui à travers les regards, à travers les expériences, à travers des opportunités, à travers des discussions aussi. C'est vraiment pour moi la plus grande conclusion que je peux dire, surtout dans les domaines de soins palliatifs et de pouvoir comprendre que ce que nous devons faire, c'est pour moi, par l'expérience, c'est vraiment l'humanité envers les autres. La deuxième chose, de pouvoir comprendre un peu combien on peut être nu dans un contexte souvent de pays en voie de développement. Et je me rappelle beaucoup de ces cas où je suis allé avec cette infirmière et nous avons trouvé cette patiente. Elle était en fin de vie. Elle avait un cancer du col, stade avancé, avec le VIH-Sida. Et on est arrivé là-bas et vous avez vu entre les jambes, nous lui avons donné la morphine sirop, nous lui avons acheté les matelas et les draps et une couverture et aussi nous lui avons acheté des pampers pour éviter les décharges vaginales qui sentent. Et quand je suis arrivé là-bas, elle habitait dans une petite maison et sa porte était la fenêtre comme la fenêtre était sa porte. Et en voyant cette image, j'étais complètement fatigué. Je me suis assis, je ne savais plus quoi faire et je me suis assis en train d'écrire tellement il y avait cette charge, ces fardeaux de pouvoir dire comment pouvoir amener encore le soin, comment pouvoir amener ce sens d'humanité, comment pouvoir amener cette dignité en voyant cette patiente. Et là, je me suis écrit ce petit poème dont je vais vous lire juste une petite partie qui dit « nu mais pas honteux ». Je suis nu quand je vois de patients mourir dans une douleur horrible dans les hôpitaux et à la maison parce qu'ils n'ont pas accès à des opiacés puissants. Je suis nu quand je vois mes collègues avoir peur de prescrire une simple dose de morphine pour soulager la souffrance des patients à cause des mythes. Je suis nu quand les gens m'appellent fossoyeur parce qu'ils se demandent pourquoi je m'occupe de ceux qui sont déjà condamnés. Je suis nu quand je vois la souffrance des familles et des soignants impuissants et sans espoir de soutenir leurs patients comme ils le souhaitent. Je suis nu lorsque je visite des patients et des familles et que je vois cette douleur sociale, psychologique et spirituelle. Je suis nu quand la dignité et la valeur des patients sont vues à travers les prismes de leur maladie, mais pas de leur dignité. Je suis nu quand je vois l'accès aux soins palliatifs dépend de la location géographique et non de la localisation de l'être humain. Je suis nu quand l'inéquité
L'inégalité, l'injustice sociale et la culture du moi l'emportent sur les liens entre les peuples et la diversité. Je me sens nu quand les gens sont heureux de publier les données des pays en voie de développement, mais moins désireux de soutenir ces pays. Je me sens nu et triste lorsque des collègues des pays développés affirment « Ce que vous faites, ce n'est pas les soins palliatifs. » Ils se concentrent uniquement sur la comparaison, pas sur la réalité des efforts compatissants pour soutenir les patients, les familles avec les ressources limitées. Je me sens nu lorsque je lis des expressions de gratitude, de satisfaction, d'espoir et de vie dans les yeux de mes patients et de leurs familles, simplement parce que nous sommes là. Mais je n'ai pas honte, je ne suis pas honteux, parce que nous ne sommes pas rédevables à la haine, à la culpabilité, à la peur, à la mort ou à la stigmatisation, mais plutôt à la vie, à l'espoir, à la dignité et à l'Ubuntu. Je n'ai pas honte parce que je ne peux pas tout faire, mais je dois faire quelque chose. Je n'ai pas honte du tout. Et pour terminer, j'aime bien partager cette réflexion que la façon dont les gens meurent peut refléter comment une société vit. Et si l'on veut vraiment comprendre comment une société vit, je pense qu'en suivant les patients de soins palliatifs, on arrive à comprendre les défis, les opportunités, les dégoûts, la tristesse, la sagesse, les découragements, mais aussi l'espoir par rapport à notre société. Merci beaucoup.